Bonjour et bienvenue dans l'émission avec un nom très curieux et deux présentateurs encore plus curieux. Bienvenue dans Xenius. Pierre tient dans sa main une canette. Elle est composée en grande partie d'aluminium. Un matériau très apprécié parce qu'il est esthétique, léger, qu'il se travaille bien et qu'il est bon marché. Oui, sauf que certains chercheurs et médecins soupçonnent l'aluminium de nous rendre malades. Nous allons rencontrer l'un d'entre eux ici, dans le deuxième plus grand hôpital parisien, l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Et nous allons aussi faire un tour d'Europe avec quelques cas assez alarmants. Oui, et pour commencer, direction l'Angleterre. Là-bas, l'aluminium est arrivé par l'eau du robinet. Camelford, une petite ville du sud-ouest de l'Angleterre. Ici, comme dans de nombreuses régions d'Europe, des usines traitent l'eau des rivières et des lacs pour produire de l'eau potable. Ces usines de traitement utilisent des composés d'aluminium qui s'agglomèrent avec les particules indésirables en suspension. Il en résulte des particules plus grosses que l'on peut enlever dans des bassins de décantation ou par filtration. En 1988, le biologiste Doug Cross découvre dans la rivière de Camelford un nombre spectaculaire de poissons morts. Quand je suis passé ce matin-là, il y avait des poissons morts ici, mais pas en amont. La pollution ne pouvait donc pas avoir descendu la rivière, mais elle avait commencé ici. Plus tard, quelqu'un m'a dit que là-bas, au cours de la nuit, on avait purgé les conduites de l'usine de traitement dans la rivière, de l'autre côté du pont. C'est ce qui avait tué les poissons, parce que notre eau potable était en fait empoisonnée. Lorsque ma femme a pris un bain ce soir-là, elle m'a appelé dans la salle de bain. « Regarde, l'eau devient bleue avec le savon. » Ça l'a étonnée, mais pas alarmée. Elle était juste surprise. Comme la suite devait le prouver, un fournisseur de l'usine de traitement de Camelford avait déversé par erreur 20 tonnes de sulfate d'aluminium dans un réservoir d'eau potable. De l'eau contaminée avait ainsi été acheminée jusque dans les foyers. À l'époque, le directeur de l'usine se montre pourtant rassurant. L'eau peut parfaitement être bue sans crainte, même si son goût déplaira sûrement aux habitants qui préféreront ne pas la boire. Mais on peut l'utiliser pour tous les usages. Doug Cross et sa femme Carol continuent d'utiliser l'eau du robinet. Quelque temps plus tard, Carol développe de l'arthrite. À l'époque, sa maladie était relativement bénigne. Beaucoup de gens étaient bien plus mal en point. Certains m'avaient raconté que pendant qu'ils conduisaient, qu'ils s'étaient arrêtés soudain sur le bas-côté en se demandant « Où est-ce que je vais ? Pourquoi est-ce que je suis de ce côté-là de la route ? Je suis du mauvais côté. » Ce genre de choses est devenu fréquent. En 2003, 15 ans après, Doug Cross remarque chez sa femme des changements inquiétants. Elle est devenue extrêmement faible et a peu à peu perdu ses capacités intellectuelles. Et puis, un jour, elle m'a regardé et dit tout bas « Au revoir, au revoir, au revoir ». C'est la dernière fois qu'elle m'a parlé. Doug Cross contacte alors Christopher Exley, un toxicologue de renommée internationale qui travaille à la Keele University. C'était une conversation inhabituelle. Doug m'a raconté que sa femme venait de décéder, mais aussi qu'il était inquiet parce que la cause de sa mort était inconnue. Le toxicologue fait des examens poussés sur un échantillon du cerveau de Carol Cross. Lors de l'analyse, il mesure entre autres le taux d'aluminium. Normalement, celui-ci est de l'ordre de 1 à 2 microgrammes. Dans l'échantillon, nous avons trouvé un taux de 23 microgrammes par gramme de poids sec, ce qui est l'un des taux les plus élevés que nous ayons jamais mesurés. Et nous avons probablement mesuré plus de taux d'aluminium sur des cerveaux humains qu'aucune autre équipe au monde. La particularité de l'aluminium est qu'il peut traverser la barrière hémato-encéphalique qui sépare la circulation sanguine du cerveau. Je ne pense pas qu'elle soit la seule à avoir été touchée. 2 personnes qui présentaient les mêmes symptômes se sont suicidées. J'ai dû conseiller 6 ou 7 familles qui ont perdu un des leurs. Ces derniers étaient certains d'avoir été contaminés à l'époque.
Jusqu'à aujourd'hui, le lien avec la pollution de l'eau à l'aluminium provoquée par l'usine de traitement n'a pas été avéré. Le décès de Carol Cross reste donc un cas isolé. Même si l'aluminium est arrivé dans l'eau seulement par hasard, ça fait peur. Hein? Ouais. Pas du tout par hasard, par contre, l'aluminium est un des ingrédients de certains vaccins. Et là aussi, il pourrait être à l'origine de certaines maladies. C'est en tout cas la conviction du professeur Romain Gherardi, ici à l'hôpital Henri Mondor. Vous êtes médecin pathologue et vous recherchez depuis une vingtaine d'années sur ces vaccins. D'abord, pour qu'on comprenne bien, pourquoi est-ce qu'il y a de l'aluminium dans des vaccins? L'aluminium, c'est en fait un sel d'aluminium qui forment des particules et qu'on met dans les vaccins pour renforcer la réponse immunitaire de l'organisme contre le vaccin. Donc on induit une sorte de stress du système immunitaire pour renforcer la réponse du système immunitaire contre l'antigène du vaccin. Donc l'aluminium est mauvais pour le corps, donc le corps surréagit finalement pour combattre. Alors effectivement, parmi la gamme des adjuvants des vaccins qu'on utilise, c'est souvent des éléments qui ne sont pas bienvenus dans l'organisme pour pouvoir justement induire une réponse immunitaire. Et qu'est-ce que vous avez découvert dans votre recherche? Alors, nous avons observé sur des biopsies musculaires de patients des accumulations de cellules qu'on appelle des macrophages dans les enveloppes du muscle qui forment une lésion qu'on a baptisée myofasciite à macrophage, ce qui est un terme barbare, qui désigne simplement le fait que les fascias, qui sont les enveloppes du muscle, sont l'objet d'une inflammation. Comment avez-vous conclu que c'est l'aluminium qui pouvait causer tous les problèmes? On a donc, dans un premier temps, compris que cette fameuse lésion de myofasciite à macrophage témoignait de la persistance à très long terme des particules d'aluminium dans le système immunitaire, comme on pouvait l'observer au site de vaccination antérieure. Donc ça, c'est le premier élément. Et que il fallait expliquer les symptômes cliniques des patients qui étaient identiques, que la vaccination ait été contre le tétanos ou contre l'hépatite B ou contre l'hépatite A. Et à partir de ce moment-là, nous sommes partis à la recherche des carnets vaccinaux. Et avec l'Institut de veille sanitaire, on a pu démontrer que 100% des patients présentaient dans les années précédentes une vaccination, au moins une, mais habituellement 5, 6, 7, 8 vaccinations contre l'hépatite B et ou le tétanos ou l'hépatite A. Mais l'aluminium n'est pas présent que dans les vaccins, il est aussi dans certains médicaments. Quand on veut par exemple se débarrasser de brûlures d'estomac, on peut se retrouver avec de sérieux effets secondaires. Graziella et Günther Parol habitent Krefeld. Il y a un an, les médecins diagnostiquent chez Günther la maladie d'Alzheimer à l'âge de 56 ans seulement. La maladie d'Alzheimer se répand telle une épidémie dans l'ensemble des pays industrialisés. La science reste perplexe sur ses causes. Non, pas ça. Ça, ce sont les bouts qui sont à jeter. Ah oui. Un jour, j'étais au volant de ma voiture et je me suis rendu compte que je venais de faire une erreur de conduite. Et puis une autre fois, je suis même monté sur le trottoir avec ma voiture. Il y avait quelque chose qui clochait. Günther Parol a rendez-vous chez un neurologue. Monsieur Parol, vous voyez ce cercle? Vous allez ajouter les heures comme s'il s'agissait d'une montre. Alors, où est le 12? Vous savez sûrement où il se trouve. En haut? Oui, et maintenant, les autres nombres. À présent, je vais vous donner une heure que vous allez dessiner. Disons qu'il est 11h10. 11h10, c'est peut-être là? Non, c'est pas ça. Ça ne va pas. Non. C'est dans ce coin-là? Le 11 doit être... Il est là? Non, je ne sais pas.
Son état s'est beaucoup aggravé. Les premiers jours où nous sommes revenus de vacances, il n'était plus du tout capable de s'orienter dans l'appartement. Il se tenait dans le couloir et demandait « Où est-ce que je dois aller? Quel est le chemin pour la chambre? Comment je fais pour aller dans la salle de bain ?» Leur armoire à pharmacie contient 2 médicaments contre les brûlures d'estomac dont le principe actif est un composé d'aluminium. Après plusieurs années d'utilisation, le couple lit pour la première fois les petits caractères d'une des notices. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Une prise prolongée de doses élevées peut entraîner des dépôts d'aluminium. Ceux-ci peuvent provoquer des dommages cérébraux. Regarde, entre parenthèses, il y a même écrit démence et de l'anémie. C'est ignoble. Quand j'ai commencé à avoir des brûlures d'estomac, j'ai pris des cachets, mais toujours en alternant. Et ça pendant des années. On aurait dû lire la notice avant. Oui. En pharmacie, les médicaments contre les brûlures d'estomac sont en vente libre. Pour les agences de médicaments européennes, il n'y a toutefois pas d'urgence à agir. Tout en haut de la notice d'utilisation, il est écrit que cette préparation ne doit pas être prise sur le long terme. En cas d'utilisation prolongée, il faut absolument consulter un médecin. Une utilisation sur une période longue, sans avis médical, est contre-indiquée. On ne nous l'avait jamais dit, même dans la meilleure des pharmacies. C'est vrai. On ne nous a jamais mis en garde. On sait déjà, grâce aux patients atteints d'insuffisance rénale, que les médicaments contenant de l'aluminium peuvent provoquer des dommages cérébraux irréversibles. On soupçonne désormais l'aluminium de jouer aussi un rôle dans l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est écrit dans le mode d'emploi que l'aluminium peut se déposer dans le cerveau. Oui, et puis on a vu avant que l'aluminium contenu dans des vaccins pouvait aussi être à l'origine de maladies. C'est ce dont est venu nous parler Jean-Pierre Cruchet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des patients du professeur Gherardi. Par quels symptômes ça a commencé pour vous? Ça a commencé à la suite d'une vaccination que nous avons faite avec ma femme pour partir en vacances. 4 vaccins. Et 8 jours après, j'ai fait un état de choc très important. J'ai passé 12 jours en réanimation avec une péricardite aiguë, blocage des reins, le sang. Vous l'avez senti comment? Une violente douleur qui est apparue dans le dos, très importante. Et puis je me suis mis à ruisseler de la tête aux pieds. Et je tenais ni debout, ni assis. Heureusement, étant allongé, j'avais pas de cette douleur, mais qui était d'une violence incroyable. Votre médecin traité, qu'est-ce qu'il en dit? À l'hôpital, ils étaient complètement perdus, ils ne comprenaient pas du tout ce qui m'arrivait. Donc, ils ont essayé différents traitements. Et puis, au bout de 12 jours, tout est rentré à peu près dans l'ordre, sauf des douleurs qui me restaient dans le bout des doigts. Et à la suite de ça, ça a commencé à gagner les avant-bras, les biceps, et un petit peu partout. Et aujourd'hui, j'ai un traitement à base de morphine, 4,5 grammes de morphine par jour. Oui, effectivement, c'est énorme comme dose. Et ça a moins en moins d'effet, effectivement, parce que je m'habitue depuis 6 ans, ça commence à faire beaucoup. Et comment allez-vous aujourd'hui? En plus des douleurs, c'est la fatigue extrême. C'est toute la journée, je suis fatigué. Je me couche tous les jours, je me couche dans l'après-midi, en fin de journée. Je suis obligé de me coucher tous les jours, de toute façon, tellement je suis fatigué. Ça vient de morphine, ça c'est un effet? Non, pas que la morphine, c'est la maladie, surtout la maladie. La morphine, je me suis habitué finalement depuis tant d'années. Non, c'est les effets de la maladie, quoi. C'est ça, c'est les douleurs, la fatigue extrême, vraiment. Les problèmes de mémoire, de plus en plus, j'ai des gros problèmes de mémoire, effectivement. Oui, en temps normal, c'est le corps qui fait le travail et les reins qui filtrent l'aluminium qui s'introduit en petite quantité dans notre organisme. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Chez certaines personnes, ça peut causer de vrais problèmes. Dans les années 80, les pluies acides étaient la préoccupation écologique numéro 1. Christopher Exley a découvert que l'acide de l'eau de pluie libérait l'aluminium présent dans les sols et que des doses infimes suffisaient à tuer des poissons. Il suffit de voir les effets de l'aluminium sur un petit saumon.
C'est une chose assez terrifiante. Sa souffrance est visible. La croûte terrestre contient 2 fois plus de composés d'aluminium que de fer. Mais l'aluminium à l'état pur n'existe pas. Il se présente toujours sous forme de composés associés à d'autres éléments. Normalement, l'eau ne libère pas l'aluminium. C'est pourquoi il est resté des milliards d'années prisonnier des sols en tant que composé de l'argile, du gneiss ou du granit. La Terre sur laquelle nous sommes est constituée principalement d'aluminium, de silicone et d'oxygène. La croûte terrestre, qui est l'enveloppe qui recouvre toute la Terre, est donc composée de ces 3 éléments. L'aluminium est partout, il est omniprésent. Une carrière d'ardoise. Ce sont les ions d'aluminium qui confèrent leur stabilité aux différentes couches rocheuses. Il faut d'ailleurs beaucoup d'énergie pour dynamiter la roche. Mais extraire l'aluminium pur de l'ardoise n'est pas rentable. L'aluminium est le seul élément présent en abondance sur Terre qui n'est pas utilisé par les êtres vivants et qui n'est nécessaire à aucune fonction biologique. Une bizarrerie de l'évolution, puisque celle-ci fonctionne normalement selon le principe que tout ce qui existe sur Terre a une utilité. Nous n'avons pas réussi à identifier un seul bénéfice de l'aluminium sur les systèmes biologiques. C'est évidemment un énorme atout pour la science des matériaux et d'autres domaines d'application. Mais est-il bénéfique à un quelconque système biochimique? Je parle de tous les êtres vivants, de la plus petite bactérie jusqu'à l'homme. En fait, nous n'avons aucune preuve qu'un quelconque organisme utilise l'aluminium pour en tirer un bénéfice. Pire, les indices s'accumulent quant aux effets négatifs des ions hyperactifs d'aluminium sur la santé des hommes et des animaux. Les scientifiques ont déjà recensé dans l'organisme plus de 200 processus biochimiques qui sont perturbés, ralentis ou entièrement inhibés par l'aluminium. Avec la libération de l'aluminium, la vie sur Terre est confrontée à un nouveau type d'éléments chimiques. On a ouvert la boîte de Pandore. On a libéré l'aluminium. Notre corps y est confronté. Il y fait face et dépense pour cela de l'énergie, alors que ça ne devrait pas être le cas. Notre corps n'en a pas besoin. L'aluminium ne correspond à aucune nécessité. Et nous sommes probablement à cause de lui dans un état, disons, de semi-stress. Certains individus étant plus touchés que d'autres. Nous avons libéré l'aluminium de sa gangue terrestre. Maintenant, nous devons apprendre à vivre avec lui. Professeur Gherardi, nous avons juste rencontré un de vos patients et vous êtes sûr que sa maladie a été causée par un vaccin à base d'aluminium. Mais l'OMS et d'autres autorités sanitaires ne voient pas le problème. Pourquoi? Je pense que c'est parce que les agences sanitaires considèrent toujours le rapport bénéfice-risque. Et donc ils disent qu'il n'y a pas un signal suffisant pour remettre en cause le bénéfice par rapport au risque, par hypothèse post-vaccinale liée aux adjuvants. Le problème, c'est que nous avons une concentration de ces malades et nous avons un nombre vraiment important de patients qui ne trouvent personne à qui s'adresser et à qui on dit, l'OMS dit, il n'y a pas de problème, donc vous n'avez rien. Et donc notre responsabilité comme médecin, c'est de dire, ok, nous, notre expertise médicale, en vous examinant, en ayant une cohorte maintenant qui va bientôt atteindre 500 patients que nous avons vus examinés, suivis sur le long terme à Créteil, il existe un syndrome qui est stéréotypé, qu'on retrouve chez 85 à 90% des patients porteurs d'une myofasciite à macrophage chronique. Pour nous, il existe un problème.
Et en plus, certains médecins voient une connexion entre l'aluminium et le cancer. Eva Glave a 32 ans et vit à Francfort. Elle a développé un cancer du sein. Chaque année, près de 100 000 femmes en Allemagne et en France sont confrontées à ce diagnostic tant redouté. L'ablation du sein a été la première étape. Ensuite, j'ai fait de la chimiothérapie, 6 séances au total. J'ai été traitée au rayon pendant 6 semaines et j'ai reçu 18 fois des anticorps. J'espère que j'en ai terminé pour toujours et que je n'aurai plus jamais à vivre ça. Jusqu'à présent, ça va très bien. La tumeur était à gauche. Où exactement? En haut, sur l'extérieur. Il faut regarder quel type de déodorant vous utilisez. Il ne doit pas contenir d'aluminium. D'aluminium? Oui. Si c'est le cas, jetez-le tout de suite. Parce que vous avez déjà eu une tumeur et des modifications kystiques dans l'autre sein. Mieux vaut ne pas prendre de risques. Eva Glave est sage-femme libérale. Une profession qui implique du stress, une disponibilité permanente et des horaires de travail irréguliers. J'ai toujours eu un déodorant dans chacun de mes sacs. J'en avais à peu près 11. J'en avais un dans mon sac de sport, un dans ma sacoche de sage-femme, un dans mon sac à main, un à la maison, un chez mon copain et puis quelques autres parce que j'aime bien changer. Et un dans la voiture en cas d'urgence. À l'université de Reading, en Angleterre, l'oncologue Philippa Darbre cherche à déterminer les causes du cancer du sein. Elle s'est demandé pourquoi de plus en plus de tumeurs apparaissaient dans la région des aisselles. D'après des études effectuées dans les années 30 et 40, 30% des cancers du sein étaient localisés à l'époque dans la région de l'aisselle. Aujourd'hui, nous en sommes à près de 60%. L'explication habituelle selon laquelle il y a davantage de tissus dans cette région n'est donc pas satisfaisante. Les déodorants à base d'aluminium sont-ils en partie responsables? Philippa Darbre a comparé les sécrétions mammaires des femmes en bonne santé avec celles de femmes malades. Nous avons comparé la composition des sécrétions mammaires de patientes atteintes d'un cancer du sein avec celles de femmes en bonne santé. Et nous avons constaté des concentrations plus élevées d'aluminium chez les femmes atteintes d'un cancer du sein. Au moins 2/3 des déodorants comprennent comme principe actif des composés d'aluminium. L'aluminium bouche les pores de la peau, ce qui a pour effet de bloquer la transpiration. Philippa Darbre a conduit une étude sur une période d'1 an afin de déterminer si les cellules du sein changeaient en présence d'aluminium. En présence d'aluminium, des cellules épithéliales mammaires normales peuvent former dans la culture en suspension ce qu'on pourrait appeler des petites tumeurs. En l'absence d'aluminium, bien sûr, ce n'est pas le cas, parce qu'elles restent saines. Nous en avons donc conclu que l'aluminium semble capable de convertir une cellule saine en cellule cancéreuse. J'ai toujours considéré la chimiothérapie comme une amie. Je me disais, allez courage, tu vas y arriver. Mais le plus difficile à vivre, ça a été la suspicion de métastases dans le foie. Se dire qu'on n'en a plus pour longtemps à vivre, c'est... Heureusement pour Eva Glave, cette suspicion s'est avérée infondée. Une étude récente du laboratoire de Philippa Darbre a montré que l'aluminium pourrait jouer un rôle dans la formation des métastases. Nous avons découvert que l'aluminium peut influencer la façon dont les cellules mammaires cancéreuses se comportent et peut-être aussi se déplacent. Si cela est prouvé et corroboré par d'autres laboratoires, c'est un problème très sérieux, parce qu'aucune femme ne meurt d'une tumeur au sein. Les femmes meurent parce que les cellules cancéreuses peuvent migrer dans d'autres parties du corps. J'aimerais vous dire tout simplement un grand merci. Merci à vous tous de m'avoir soutenu l'année dernière où j'ai connu plus de bas que de hauts. Santé!
Tant qu'il n'y aura pas plus d'études de longue durée sur l'évaluation des risques, les effets de l'aluminium resteront méconnus. En tout cas, il y a déjà suffisamment d'indices qui montrent que nous devrions être plus prudents avec l'aluminium. Par exemple, regardez si votre déodorant contient de l'aluminium. Et si c'est le cas, mieux vaut ne pas l'utiliser sur une peau fraîchement rasée. Bon, il est temps pour nous de remonter dans notre boîte de conserve. À bientôt. À la prochaine et restez curieux.